Bonjour. Oui, donc je suis médecin. Je suis là aujourd'hui. J'ai été invité au titre de mon appartenance à l'équipe de la Direction générale de la santé qui définit et qui travaille sur la politique de la France, sur la prévention, la prise en charge de cette infection. Mais je voudrais tout de suite préciser que j'ai plutôt envie d'intervenir en tant que médecin de la personne qu'en tant que médecin des populations. Parce que ma propre expérience, ma carrière s'est beaucoup plus déroulée depuis les 30 ans que cette maladie existe à l'hôpital, auprès des malades et au sein des équipes soignantes. Et ma présence dans l'équipe de la santé des populations de la DGS est beaucoup plus récente. Donc elle me permet de vous faire une actualité sur les stratégies politiques qui ont été définies récemment en France. Mais je crois que tout ce que j'ai à partager avec vous vient beaucoup plus de ce que m'ont appris les personnes que j'ai rencontrées qui souffrent ou qui souffraient de cette maladie. Et puis je ne peux pas faire abstraction du fait que nous sommes dans un lieu de réflexion d'une communauté qui a une foi en commun. Mais moi je suis évidemment ici dans une posture laïque. Et je suis, malgré cette posture laïque, je suis une personne qui ne peut pas faire totalement abstraction de sa culture, de son éducation, de ses croyances et de ses valeurs. Donc je crois qu'on a beaucoup à partager ensemble cet après-midi. Avant de développer un petit peu les différents points qu'on peut évoquer autour du dépistage, je voudrais, sans reprendre tout ce qu'on peut raconter sur toutes les questions qui ont été soulevées en introduction, donc vous savez déjà tous énormément de choses sur cette infection, sur cette maladie, tellement elle est médiatisée, tellement il y a d'informations dessus. Donc moi, je voudrais juste, à travers ce que j'ai pu ressentir dans mon expérience ou dans mes lectures, euh, juste prendre quelques thèmes qui me paraissent, malgré cette surinformation, devoir toujours être repris parce que plein finalement d'imprécisions ou d'incompréhensions ou de fausses croyances qui viennent de ces informations générales. Donc ces fausses croyances, pour commencer par elles, moi ce qui me frappe chaque fois que je rencontre une nouvelle personne qui vient d'apprendre qu'elle vit avec le virus du sida, qu'elle est contaminée par ce virus, c'est de voir à quel point, malgré toute cette information, les gens ne peuvent pas s'empêcher de craindre de transmettre le virus par des moyens qui ne le transmettent pas, c'est-à-dire dans leur vie quotidienne, à leurs enfants, à leurs proches, en dehors de tout contact sexuel. Alors qu'on sait bien que ça ne se transmet pas comme ça, et je crois qu'on ne le répétera jamais assez, parce que la peur qui est véhiculée par cette infection est tellement grande que quand on est confronté à cette annonce, que ce soit pour soi-même ou pour un proche, on ne peut pas s'empêcher d'avoir peur. Et du coup, cette peur nous éloigne de ce savoir qui devrait nous rassurer totalement. Et je crois que si l'un de vos proches vous annonce qu'il est séropositif, qu'il vient de l'apprendre, une des choses qu'il faut lui dire, si on a un échange avec lui qui se prolonge, c'est: tu ne me fais pas peur, moi je sais que tu ne vas pas me contaminer comme ça, je sais que mon enfant peut boire dans ton verre et qu'il n'y aura pas de danger. Toutes ces choses qui paraissent peut-être évidentes, vu toute l'information qu'on reçoit, mais je crois que je tenais à le rappeler. Après, pourquoi cette maladie est si difficile à maîtriser au niveau de notre société, de notre planète, alors qu'on a tant de moyens à notre disposition, que ce soit en prévention ou en traitement? Je crois que c'est parce que cette histoire, cette infection, dans sa façon de se propager et de nous atteindre dans notre corps, est pleine de forces un peu perverses. La première, je voulais parler à ce titre des questions de transmission, des questions d'invisibilité et des questions de chronicité. Sur la transmissibilité, on sait bien comment ça s'attrape: la voie sexuelle, la voie sanguine, la voie de la mère à l'enfant. Mais ce qu'on oublie toujours, parce que c'est difficile à expliquer puis à intégrer, c'est que cette transmissibilité, cette capacité à se transmettre, elle est extrêmement variable. C'est-à-dire que je vois encore cette semaine un patient qui me disait à quel point il réalisait que sa compagne avait eu de la chance de ne pas être contaminée, alors qu'ils étaient ensemble depuis plusieurs années sans que lui sache qu'il était contaminé, qu'il était sûr qu'il était contaminé depuis le début de cette relation, que sa contamination pouvait dater que d'une relation antérieure, et il n'avait pas transmis ce virus à sa compagne. Et ça lui paraissait extraordinaire, évidemment, c'était une chance extraordinaire, mais ça illustre que ce virus ne se transmet pas à tous les coups. Et c'est ça aussi qui rend les choses compliquées. Je ne dis pas que ça serait mieux s'il se transmettait à tous les coups, évidemment, mais par rapport à d'autres infections dont la transmission est beaucoup plus systématique, le fait que, inconsciemment ou consciemment, on sait qu'on a pris des risques
et qu'on ne l'a pas attrapé, eh ben, on va reprendre des risques. C'est un peu comme passer au feu rouge ou faire un excès de vitesse. On ne meurt pas à tous les coups, on n'a pas un accident à tous les coups, et donc on le refait tous, alors qu'on sait tous qu'il faudrait éviter de le faire. Et donc je pense que dans les comportements intimes qui exposent à la contamination, quelque part il y a un petit peu cette difficulté-là. Et puis, cette transmissibilité est très variable. Bien sûr, on a beaucoup de données scientifiques dessus. On va vous dire, mais oui, mais on sait, ça passe plus dans les rapports homosexuels que dans les rapports hétérosexuels. Dans les rapports hétérosexuels, ça passe plus de l'homme vers la femme que de la femme à l'homme. Les hommes hétérosexuels, s'ils sont circoncis, ils ont moins de risques que s'ils ne le sont pas. Donc on peut faire tout un constat, une suite de constats biologiques comme ça. Une jeune fille, lors de ses premiers rapports, est beaucoup plus vulnérable que lorsqu'elle est plus âgée. Donc on peut faire des statistiques comme ça pour essayer de faire un niveau de risque, mais à l'arrivée, on n'est pas très avancé, parce que finalement, si on n'a pas de chance, même si on était dans une situation à faible risque, on peut quand même l'attraper. Et puis, ça, c'était un peu les facteurs physiologiques, les facteurs biologiques qui modifient cette transmission. Et puis, il y a des facteurs épidémiologiques, c'est-à-dire des facteurs liés à la présence de l'infection dans la population. Si on vit dans une population où il y a énormément de gens touchés, évidemment que si on prend un risque, si minime soit-il, dans une relation, on a plus de risques d'avoir rencontré le virus et d'être contaminé. C'est ce qui arrive aux homosexuels qui ont plusieurs partenaires et qui vivent dans les pays occidentaux. Et c'est ce qui arrive aussi aux jeunes filles, même très jeunes, de certains pays d'Afrique extrêmement touchés. Elles ont tellement de risques que leur partenaire soit lui-même porteur du virus, qu'elles sont bien plus exposées, même si elles n'ont pas forcément pris beaucoup plus de risques qu'une jeune fille de notre pays. Donc on voit qu'il y a des réalités comme ça que chacun ne peut pas maîtriser totalement, qui font que les choses sont terriblement hétérogènes, alors qu'on a tous une image un petit peu stéréotypée de cette chose qu'est la transmission. Ça, c'était sur transmissibilité. Bon, après, il y aura du temps pour les questions, je vais forcément un petit peu vite. La notion d'invisibilité, ça me paraît quelque chose qui est fondamental. Au niveau déjà individuel, l'infection à VIH en tant que maladie, même si c'est le sida la maladie et que l'infection à VIH, on peut être porteur sans symptômes, porteur sain, on dit, porteur asymptomatique, on ne se sent pas malade, il y a déjà des anomalies entraînées par le virus qui justifient une prise en charge médicale, un traitement. Et ça, c'est comme dans d'autres maladies comme le diabète et l'hypertension. On peut n'avoir aucun symptôme, mais être porteur du virus. Là, la différence avec le diabète et l'hypertension, c'est qu'on peut transmettre le virus. Donc quand on est porteur sans symptômes, ce qui est le cas de la totalité des personnes porteuses du virus pendant de nombreuses années, avant de développer la maladie en l'absence de traitement, eh bien, quand on est porteur sans symptômes, on peut tomber malade d'un jour à l'autre sans l'avoir vu venir, et on peut transmettre le virus à son ou à sa partenaire sexuelle. Donc, cette invisibilité, la première conséquence, évidemment, c'est que rien ne peut se faire sans le dépistage. Et ça, on va approfondir cette question juste après. Mais la deuxième conséquence extrêmement importante de cette invisibilité, c'est que c'est très difficile, on le sait aussi pour le diabète et l'hypertension, on le sait pour toutes les maladies qu'on ne ressent pas, c'est très difficile de se motiver pour se soigner. Et là, c'est encore plus difficile du fait que c'est une maladie qui fait tellement peur qu'on préfère ne pas y penser. Donc, pour un certain nombre de gens, la façon de supporter quelque chose d'aussi terrible que d'apprendre qu'ils sont contaminés, c'est d'évacuer ça, de ne pas y croire. Ce n'est pas vrai, ça n'est pas possible, ça ne me concerne pas, je ne ressens rien, et donc surtout n'y pensons pas. Et donc prendre un traitement tous les jours, éventuellement 2 fois par jour, alors qu'on est justement dans ce système qui n'est pas efficace, d'apprivoiser la maladie, si je puis dire, en faisant comme si elle n'existait pas, ça devient absolument impossible. Alors que le traitement, au contraire, lui, a une exigence de très grande régularité pour être efficace. Et puis, cette invisibilité, elle a aussi des conséquences sociales. Comme cette maladie, elle est liée à la transmission sexuelle, elle est liée à la mort, elle est liée à plein de tabous, à des tas de choses qui sont indicibles, plus ou moins selon les sociétés et les époques. Et comme en plus elle n'est pas visible, eh bien on n'en parle surtout pas. Et puis quand on apprend qu'on a cette maladie, c'est donc très très difficile d'en parler. Ça, on en reparlera tout à l'heure, d'autres mieux que moi. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement, là aussi, c'est une source de souffrance sociale, voire de mort sociale, on dit parfois,
du fait de l'isolement de la personne. Et puis, dernier élément dans cette première trilogie que je voulais évoquer, la chronicité. Il n'y a pas beaucoup d'autres infections dans ce qu'on connaît en médecine, des infections, c'est-à-dire des maladies dues à un microbe, à un micro-organisme, là en l'occurrence un virus, où ce micro-organisme soit installé comme ça, de façon définitive en nous, et dans des mécanismes aussi intimes que le noyau cellulaire, que les chromosomes, qui fait qu'on ne connaît pas de moyens, malgré la force actuelle de la médecine, des médicaments et de la recherche, on ne peut pas pour le moment imaginer de faire disparaître ce virus. Donc on a des médicaments extrêmement efficaces pour l'endormir, le bloquer, l'empêcher de se multiplier, mais on ne va pas guérir les gens. Les gens vont rester en bonne santé, mais dans l'état actuel de nos connaissances, on n'a pas d'espoir de pouvoir faire disparaître le virus afin d'arrêter le traitement. Quand on traite la tuberculose, qui est pourtant une infection qui est longue à traiter, on prend des antibiotiques pendant 6 mois, éventuellement 9 ou 12 mois, parfois 18 mois, mais après on est guéri, on n'a plus besoin de ces antibiotiques de la tuberculose. Et bien là, pour le virus du sida, il faut vivre avec ces médicaments pour le moment, pour les dizaines d'années qu'on a à vivre, et peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, on aura des médicaments qui feront disparaître le virus, mais pour le moment, on en est loin, même si, évidemment, il y a des chercheurs qui aimeraient bien trouver une solution pour ça. Donc, cette chronicité, pour le moment, complètement incontournable. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre normalement avec ces médicaments, qu'on ne peut pas avoir des enfants, qu'on ne peut pas fonder une famille, qu'on ne peut pas travailler. Tout ça, on doit pouvoir vivre quasiment normalement grâce à la puissance des médicaments dont on dispose depuis maintenant 15 ans. Alors, les conséquences de ces forces perverses du virus sur la transmission, l'invisibilité, la chronicité, eh bien, c'est que malgré tous nos outils de prévention et de traitement, on peut dire que les résultats, en termes de global d'épidémie, pas en termes individuels. En termes individuels, on a des très bons résultats, des gens qui ne meurent plus ou qui meurent exceptionnellement de la maladie dans les pays riches. Malheureusement, beaucoup qui meurent encore dans les pays en développement parce qu'il n'y a pas assez d'accès au traitement. Mais donc, à part cet énorme progrès, qui est bien sûr déjà énorme, toutes ces morts évitées, toute cette santé retrouvée pour les personnes qui vivent avec le virus, à part ça, le constat est plutôt mitigé, même si c'est le thème de la journée, l'ONU-SIDA, qui est donc l'organisme des Nations Unies qui coordonne l'action internationale de lutte contre le sida, met des slogans très volontaristes, très optimistes, parce qu'on a un idéal qu'on aimerait atteindre. Il faut reconnaître que le bilan pour le moment de la lutte contre l'épidémie est plutôt décevant, parce que la prévention piétine. Malgré tout ce qu'on a à nos dispositions, eh bien, le virus continue à se transmettre, parce que les personnes ne savent pas qu'elles sont contaminées, ou parce qu'elles ne peuvent pas adapter des comportements qui sont efficaces en prévention, ou parce qu'elles n'ont pas accès aux préservatifs, ou qu'elles n'ont pas accès au traitement. Et donc, ça c'est le premier point, c'est que malgré tous nos outils, on est en difficulté dans la prévention, et puis, et donc avec des conséquences sur l'épidémie mondiale, et même dans des pays comme la France, l'épidémie n'est pas contrôlée. Et puis, malgré tous ces outils, malgré cette bonne santé retrouvée, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec l'invisibilité et l'isolement, c'est que la souffrance des personnes touchées reste extrêmement forte, la souffrance psychique et sociale, alors qu'on a aussi des outils pour réduire cette souffrance. Ces outils, c'est le soutien par les proches, par les associations, par les professionnels, et c'est la lutte contre la stigmatisation. Donc les réponses, c'est la prévention par les comportements sexuels. Alors, on ne va pas reprendre aujourd'hui tout ce qu'on connaît déjà sur une époque, dans certains pays d'Afrique, on avait eu l'idée de ce ABC, A pour abstinence, B pour en anglais, B, faithful, ça veut dire fidélité, et C pour condom, qui veut dire préservatif. C'est pour dire que chacun, à des moments différents de sa vie, ou pour toute sa vie, il va être dans une de ces stratégies, ou passer de l'une à l'autre, pour toujours se protéger de ce risque.
Et puis, finalement, face à quelqu'un qui apprend qu'il a été contaminé, la façon dont il a été contaminé et quand il a été contaminé, même si c'est souvent une question qui est intime et très forte, c'est une question qui relève de l'intime et qui ne regarde pas les proches, sauf si la personne a envie d'en parler avec eux. La prévention, le dépistage, je vais y venir et le développer. Le traitement, j'ai déjà dit beaucoup de choses sur son efficacité. Si vous voulez en savoir plus, on pourra en parler au stade des questions. Et ce que je disais, le défi majeur, c'est la continuité, sa chronicité, sa permanence. Et le défi collectif pour les pays, c'est son coût, qui est actuellement quand même très élevé. C'est l'organisation de l'accès au traitement, dans les pays, surtout qui ont un mauvais système de santé, l'organisation de la distribution. Et puis, les autres moyens de lutte contre toutes ces difficultés, c'est les valeurs que j'appellerais humanistes, qui peuvent être aussi d'inspiration religieuse, du vivre ensemble, qui sont la solidarité, l'empathie, le respect, le non-jugement. Donc pour en venir au dépistage, je dirais s'il y a un mot qui domine la politique de santé actuelle dans tous les pays, c'est d'aller vers une banalisation du dépistage. Avant, au début de cette histoire, quand le dépistage est devenu possible, quand on a eu des tests diagnostiques pour dire aux personnes, voilà, il y a des anticorps dans votre sang contre ce virus, donc on peut dire vous êtes séropositif, c'est-à-dire vous hébergez le virus. Comme il n'y avait pas de traitement, et comme c'était une annonce extrêmement violente potentiellement, comme mauvaise nouvelle, on a beaucoup insisté, toutes les personnes concernées par la mobilisation sur cette maladie, pour que le dépistage soit un acte médical qui ne soit pas imposé, qui soit bien expliqué, que la personne puisse choisir, accepter, et que ça soit aussi un moment de prévention, c'est-à-dire parler avec la personne de est-ce qu'elle a eu des prises de risque qui pourraient l'amener à être contaminée, qui donc rend ce test de dépistage pertinent pour elle, et à l'inverse, si elle est, une fois que cette discussion, ce counseling, comme on dit, a été fait, est-ce que cette personne a envie de modifier ses comportements? Et dans ce sens-là, le dépistage s'inscrit dans une stratégie individuelle de changement de comportement, de prévention. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup dit, pendant, on va dire 15-20 ans, il ne faut pas rajouter la sérologie VIH comme ça sur une ordonnance aux gens, comme on l'aurait remarqué n'importe quel autre test sans expliquer. Alors on peut se demander pourquoi les médecins se permettent d'écrire des tests sans les expliquer, mais en l'occurrence, ça se passe quand même beaucoup comme ça. Donc il y a eu tout ce mouvement pour dire attention, test VIH, c'est pas un test comme les autres, il faut que les gens soient informés, soient consentants, que ce soit leur décision et que ça soit un temps de prévention. Et puis, évidemment, depuis qu'on a des médicaments, et puis on l'a déjà vu aussi dès qu'on a eu des traitements possibles pour prévenir la contamination de la mère à l'enfant pendant la grossesse, on s'est posé des questions sur une proposition plus velléitaire de la part des soignants du dépistage. C'est-à-dire plutôt que d'attendre que les gens le demandent ou que les gens aient vraiment très envie de le faire, d'être plutôt dans une démarche inverse, de dire écoutez, puisque je vous fais une prise de sang, puisqu'on vous fait un bilan de santé, on va faire le VIH, sauf si vous n'êtes pas d'accord. On va laisser toujours la possibilité à la personne de refuser, de réfléchir, de refuser, mais être plus fort dans la proposition pour banaliser ce test et pour découvrir peut-être des infections chez des personnes qui soit ne se considèrent pas à risque, soit n'auraient jamais pu parler de leur prise de risque avec leur médecin. Donc si le médecin veut d'abord trouver une prise de risque pour faire un dépistage ciblé, comme on dit, la personne va dire non, non, moi j'ai jamais pris de risque, je suis fidèle dans mon couple, donc j'ai pas besoin de faire un dépistage. Donc vous voyez, on est en train de, progressivement depuis des années, et maintenant c'est devenu vraiment une stratégie de politique de santé, de dire il faut banaliser ce test, il faut proposer ce test à toute personne lors de tout contact avec un soignant. Et puis par contre, si la personne elle a déjà fait le test il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, puis que depuis elle est sûre qu'elle n'a pas pris de risque, il ne s'agit pas de le faire tous les ans à tout le monde. On va proposer de le faire tous les ans à des gens qui prennent beaucoup de risques ou qui évoluent dans un groupe où il y a très forte fréquence de l'infection. Et donc, banalisation. Alors, banalisation donc, dans le système de soins, que, comme je viens d'évoquer, généraliste, c'est-à-dire dans les centres de santé, chez les généralistes, à l'hôpital, à la consultation prénatale, évidemment. Et d'ailleurs, on sait que les femmes sont beaucoup mieux dépistées que les hommes dans notre pays. La sécurité sociale, quand elle propose des bilans, maintenant, propose le test VIH. Et puis, on peut parler à son généraliste quand on va le voir, lui dire « Tiens, j'ai jamais fait le test VIH. » Mais il faut savoir que
souvent les gens croient, tiens, il m'a fait plein de bilans, il m'a fait plein de prises de sang, mon médecin, donc il me l'a fait. Et puis il vérifie même pas dans la liste, mais en fait, c'est pas vrai. Je veux dire, normalement, un médecin qui vous le fait, il doit vous le dire. Donc si vous ne l'a pas dit, il ne faut pas vous rassurer en vous disant, tiens, il a dû me le faire. Si vous avez envie de le faire, il faut en parler et le demander. Donc ça, c'est dans le système de soins qu'on appelle généraliste. Et puis, il y a tout un dispositif qui est le dispositif de dépistage anonyme et gratuit. Donc dans des centres de dépistage où on peut aller aux heures où c'est ouvert, sans rendez-vous et sans payer et sans donner son nom. Et puis, il y a maintenant quelque chose qui se met en place, qui est assez nouveau dans notre pays, c'est d'utiliser des tests qui sont des tests dits rapides. Ça veut dire que la personne qui prélève peut prélever au bout du doigt au lieu de faire une prise de sang au coude et faire le test tout de suite sur un petit carton. Et en quelques minutes, vous donnez le résultat. Donc ces tests rapides, qui sont utilisés très largement, par exemple en Afrique, dans les coins reculés où il n'y a pas de laboratoire pour faire les tests traditionnels. Donc ils font les tests comme ça. Mais chez nous, il n'y avait pas le besoin jusque-là, sauf que ce que ça apporte, et c'est pour ça qu'on est en train de les développer, c'est de pouvoir faire ça en dehors des lieux habituels de soins ou de dépistage. Donc aller dans des zones où se retrouvent beaucoup de gens qui sont de groupes particulièrement touchés. Par exemple, en France, on sait que la Guyane est très touchée, donc on peut imaginer d'aller dans certains, sur les marchés, ou il faut réfléchir, pas faire n'importe quoi non plus, mais dans des endroits où il y a beaucoup de gens qui viennent de leur campagne pour diverses raisons, et leur proposer des tests et leur donner tout de suite le résultat pour pas qu'ils disparaissent après sans venir chercher le résultat 3 ou 5 jours après. Donc les tests rapides en milieu communautaire, comme on dit. Alors, on dit qu'il faut faire plus de tests, alors qu'en fait, on en fait déjà énormément. Il y a 5 millions de tests chaque année, sans compter les donneurs de sang, qui sont faits en France. C'est à peu près stable depuis plusieurs années, et l'essentiel est fait dans les laboratoires de ville. Donc le dispositif anonyme et gratuit, en quantité, il n'est pas très important, c'est 8 à 10% de tous les tests faits, mais par contre, c'est un contexte particulier. Par exemple, dans les centres de dépistage, on voit beaucoup de jeunes lycéens ou étudiants qui viennent là, que pour eux, c'est plus simple que d'aller voir le médecin de famille, d'aller au laboratoire. L'anonymat est important pour eux, la gratuité aussi. Il n'y a pas de remboursement qui apparaît sur la feuille de sécu que reçoit le papa ou la maman. Donc on voit bien qu'il n'y a pas que la quantité qui compte, 5 millions de tests, mais il y a aussi la façon de les faire et d'offrir ce service. Combien sur ces 5 millions de tests on trouve de nouvelles personnes positives chaque année? En gros, depuis plusieurs années, c'est stable en France, entre 6 et 7 000. Ça veut dire que chaque année, il y a 6 à 7 000 personnes en France qui apprennent qu'elles sont porteuses de ce virus. Alors pourquoi on dit que tout ça, ça ne suffit pas comme activité de dépistage? C'est parce qu'on voit bien l'intérêt de ce dépistage, je disais tout à l'heure, c'est d'arrêter de transmettre sans savoir, éventuellement, si jamais si on ne protégeait pas ses partenaires. Et puis, c'est de se soigner. Et se soigner, c'est se soigner avant d'être malade du sida, avant d'avoir des complications de l'infection par le VIH. Et ça, les complications de cette maladie sida, elles sont assez graves, donc elles sont assez bien surveillées. Sur le plan de la surveillance sanitaire, on compte très bien chaque année toutes les personnes qui arrivent au stade de la maladie. Et toutes ces personnes qui arrivent au stade de la maladie, la plupart, elles y arrivent parce qu'elles ignoraient qu'elles étaient séropositives ou parce qu'elles le savaient mais qu'elles n'étaient pas allées chercher des soins. Donc, c'est ce qu'on appelle des diagnostics tardifs, des personnes qui arrivent à un stade trop tardif dans le dépistage ou le diagnostic. Et ça, il faut réduire ce nombre de personnes parce que ces personnes, en arrivant tardivement, elles ont perdu une chance pour elles-mêmes, que le traitement risque d'être un peu moins efficace, et puis elles ont fait courir des risques autour d'elles éventuellement. Donc voilà pourquoi il faut faire mieux, dépister mieux pour se soigner mieux et éviter des transmissions par ignorance. Et comment faire mieux? Eh bien, il faut informer. Donc c'est cette fameuse campagne que vous avez vue peut-être à la télé, dans les journaux, avec cette affiche rouge avec un virus doré, où on dit qu'il y a 50 000 personnes en France qui ont le virus du sida sans le savoir. Est-ce que c'est 50 000, 40 000, 30 000, 60 000? Ça n'a pas tellement d'importance. Ça, c'est des estimations, ce n'est pas un chiffre très précis. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes dans cette situation et que c'est ces personnes-là qui vont arriver dans un diagnostic tardif, qui aura été une perte de chance pour elles et qui auront peut-être aussi contaminé des gens qu'elles auraient pu éviter de contaminer si elles avaient su plus tôt. Donc diversifier et renforcer l'offre, à la fois dans la médecine générale et dans des lieux et des populations ciblées. Et puis aller vers les personnes donc avec les possibilités offertes par les tests rapides. Donc voilà le dépistage, ce qu'on peut en dire. Donc en conclusion, le maître mot, c'est de banaliser ce test,
de ne pas hésiter à le demander, de l'accepter quand on vous le propose, ou bien du moins d'en parler si vous pensez qu'il n'est vraiment pas utile pour vous. Et on espère ainsi, il y a d'autres leviers dans la prévention, bien sûr, hein, dans la lutte contre l'épidémie, mais c'est celui qui est actuellement en train de se développer particulièrement. Aussi parce qu'on a des preuves maintenant très fortes, qu'assez nouveau, que les personnes, une fois traitées, grâce au traitement, même si elles ne protègent pas autant qu'il faudrait leurs partenaires, elles vont moins risquer de transmettre le virus. Donc dépister les gens plus tôt, c'est aussi une façon, grâce au traitement, de combattre l'épidémie. Voilà, je vous remercie.